C'est l'heure de la Voix est libre sur France 3. Bonjour et bienvenue. Notre invité aujourd'hui, c'est le maire de la deuxième ville de la région, Saint-Étienne. Bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. Et merci d'être là. La Voix est libre, émission de débat. Tout à l'heure, un autre maire, celui de Mornan, Renaud Pfeffer, nous rejoindra. Vous êtes du même bord politique tous les deux, les Républicains, mais radicalement opposés sur l'opportunité de construire une nouvelle autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. Vous n'avez que 43 ans, Gaël Perdriau, et vous avez succédé à la mairie au socialiste Maurice Vincent, c'était maintenant il y a 2 ans. Alors même si vous êtes un élu stéphanois de longue date, depuis 1995, même si vous êtes engagé au sein d'un parti, les Républicains, vous avez une caractéristique finalement assez peu commune, c'est que vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous êtes cadre au sein de ERDF, en disponibilité, j'imagine, ça vous prend un plein temps à Saint-Étienne. Ah oui, je confirme qu'entre la communauté urbaine et la ville, oui, j'y passe toutes mes journées. Oui. Il y a des élections législatives dans un an. Les 2 circonscriptions de Saint-Étienne sont à gauche, détenues par des députés socialistes, Régis Juanico et Jean-Louis Gagnère. Est-ce que vous envisagez de vous présenter aux législatives ? Je ne serai pas candidat aux élections législatives. Je souhaite me consacrer à cette période-là à Saint-Étienne. Qui sera candidat ? C'est pas défini encore ? Non, on a des élus, des candidats qui seront prêts le jour venu. Déjà, des candidatures qui commencent à se faire connaître et je ne suis pas inquiet sur la qualité des candidats qui porteront nos couleurs. Le président de région, Laurent Wauquiez, à droite, est député. Gérard Collomb, le maire de Lyon, lui, est sénateur. Ils estiment que pour peser à Paris, il faut y être physiquement, il faut aller dans les assemblées. Est-ce que, du coup, vous, qui n'y êtes pas présent, votre voix porte à Paris ? Écoutez, si je considère ces 2 premières années, les succès qu'on a pu obtenir en matière de crédits supplémentaires pour Saint-Étienne, que ce soit auprès du Premier ministre ou des différents ministres que j'ai sollicités, je crois que quand on sait ce qu'on veut, quand on a la conviction, quand on sait le projet que l'on porte et qu'on est déterminé, eh bien on arrive à ses fins. En tout cas, c'est ce que j'ai démontré pendant ces 2 premières années. Vous êtes contre le cumul des mandats ? Je considère qu'une ville comme Saint-Étienne, vous l'avez dit, 2e ville de Rhône-Alpes-Auvergne, mérite effectivement qu'on y consacre toute son énergie. Et je souhaite me consacrer pleinement à cette belle ville qui a tellement d'atouts qu'elle ne peut que réussir. Mais Auvergne-Rhône-Alpes ne mérite pas qu'on y consacre toute son énergie, du coup ? Ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Mais vous en pensez quoi, vous ? J'en pense qu'effectivement, moi je m'applique, je dirais, ce que je pense être bon pour ma ville. Il faut poser la question à ceux qui cumulent. Moi je considère que les habitants m'ont fait confiance pour m'occuper du destin de Saint-Étienne, de son avenir, et c'est ce que je construis chaque jour en ne pensant qu'à ça. Les 20 et 27 novembre, il y aura la primaire des Républicains. 11 candidats déclarés pour le moment, auxquels il faudra certainement ajouter Nicolas Sarkozy, voire Michel Alliot-Marie, voire peut-être encore d'autres. Je vais vous citer, Gaël Perdriau, si vous permettez. C'est un entretien au magazine Le Point du 18 octobre 2014. Vous êtes, à ce moment-là, dithyrambique à propos d'une personnalité des Républicains. Alors, je vous cite. Il parle avec franchise, il ne joue pas un rôle, il a les idées claires, il dit tout haut ce que le peuple français pense tout bas. Son principal challenge n'est pas son projet pour le pays, mais la manière dont il va s'y prendre pour reconquérir le cœur des Français. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous parliez à ce moment-là ? Oui, je parlais de Nicolas Sarkozy, si ma mémoire est bonne, quand il souhaitait devenir président du parti Les Républicains. Oui. Et pourquoi aujourd'hui vous soutenez Bruno Le Maire et pas Nicolas Sarkozy ? Eh bien parce que, d'ailleurs, je l'ai dit, fin 2014, je pense que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de toucher le cœur des Français. Il y a un lien, c'est distendu entre Nicolas Sarkozy et les Français. Je pense d'ailleurs, et je ne regrette pas mon choix à la tête du parti, parce que je pense qu'il a remis de l'ordre là où il y en avait franchement besoin. Et aujourd'hui, nous sommes organisés pour diriger le pays, pour construire un projet. Mais il s'est cassé quelque chose entre lui et les Français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de Bruno Le Maire. Parce que d'abord, c'est une personnalité politique qui a des idées nouvelles, qui n'a pas de sujet tabou, qui a aussi la volonté de rassembler les Français, de fédérer. Ce n'est pas un personnage qui est clivant. Il écoute, mais il sait aussi décider. Et je pense qu'il représente effectivement le renouveau dont les Français, dont la France a besoin et que les Français attendent. Et puis il s'applique ce qu'il dit à lui-même. Il y en a un autre qui n'est pas clivant, qui a le soutien des Français, semble-t-il, c'est Alain Juppé. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez lui ? Il est trop vieux ? C'est une personnalité qui effectivement a démontré un certain nombre de qualités, mais je me souviens aussi quand il était Premier ministre en 1995, quand vous dites qu'il n'est pas clivant, il a quand même réussi à mettre des millions de Français dehors, dans la rue.
Et je pense qu'on a besoin de régénérer aujourd'hui à la fois les idées, mais aussi le personnel politique, les hommes et les femmes qui portent ce projet. Face à Juppé et Sarkozy, justement, et puis il y a tous les autres, il y a Copé, etc. Vous pensez que Bruno Le Maire a une chance ? Bien sûr, puisque je le soutiens vraiment avec conviction et détermination. Et en plus de toutes les qualités qu'il peut avoir pour préparer ce projet pour notre pays, il en a une autre et non des moindres. Il a des qualités humaines qui sont très importantes. C'est quelqu'un d'abord qui est loyal, qui est fidèle, qui a le sens de l'intérêt général et qui humainement, je pense, peut conquérir le cœur des Français. Dans un mois et demi, 2 villes de la région vont accueillir des matchs de l'Euro 2016 de football. Lyon et Saint-Étienne. Le stade Geoffroy-Guichard verra se jouer 4 matchs. 3 au premier tour, les 14, 17 et 20 juin. Et puis un 8e de finale également le 25 juin, avec possiblement d'ailleurs la France ou l'Allemagne. Ça va dépendre du résultat du premier tour. Pour le reste, eh bien, les Stéphanois le regarderont à la télé. Cet Euro de foot est organisé dans un contexte très particulier, celui de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats du 13 novembre. Il a fallu rénover le stade Geoffroy-Guichard. 77 millions pour mettre le stade aux normes de l'UEFA, c'est ça à peu près ? C'est ça. C'est pas un peu cher pour 4 matchs de foot ? Disons que j'aurais aimé, quand la décision a été prise... C'est votre prédécesseur qui l'a fait, le précise. Tout à fait. Et j'aurais aimé, quand la décision a été prise, qu'on puisse mettre différentes hypothèses sur la table et qu'on puisse en débattre. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une décision assez autoritaire qui a été prise avec la rénovation du stade. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet équipement, financé par les contribuables, soit le plus utile à l'attractivité de notre ville, le plus utile à l'événement que nous allons accueillir et faire en sorte qu'il contribue maintenant à l'attractivité de notre territoire. Et c'est ce que je m'emploie à faire. Hors rénovation du stade, combien cet euro va coûter à la ville de Saint-Étienne ? Il va coûter 3,6 millions d'euros, dont un peu plus d'1 800 000 euros pour assurer la sécurité, que ce soit au travers des caméras de vidéosurveillance qui ont été installées entre le stade, la fan zone et le centre-ville pour pouvoir suivre les parcours des supporters et des visiteurs. Et puis le programme d'animation et d'accueil que nous avons organisé pour faire en sorte que cette fête, d'abord, soit la fête de toute une population, tout un peuple qui aime le foot. Saint-Étienne. Bien sûr, mais y compris pour ceux d'ailleurs qui n'aiment pas le foot. On a essayé de penser à tout le monde pour que ce soit vraiment une fête de l'agglomération. Et puis également faire en sorte qu'elle contribue à l'attractivité durable de notre territoire. Et donc nous apportons beaucoup de soins avec Jérémy Janot, qui est le chargé de mission en charge de cet événement, notamment. C'est un joueur de la SSE. Oui, et toute son équipe, fasse en sorte que pendant plus de 4 semaines, Saint-Étienne se fasse connaître sous son meilleur jour et casse peut-être quelques vieux préjugés. Au mois de novembre, vous avez poussé un gros coup de gueule justement à propos de la sécurité parce que vous pensiez, ce que vous disiez à l'époque, que les villes qui accueillent l'Euro de foot supportaient beaucoup trop toutes seules le coût de la sécurité. Justement, Patrick Kanner, le secrétaire d'État, le ministre plutôt des Sports, a annoncé cette semaine un doublement de l'aide pour la sécurisation, justement, de 12 millions à 24 millions d'euros pour l'ensemble des villes qui vont organiser. Saint-Étienne va toucher combien en plus ? Alors j'ai toujours dit effectivement que d'abord je serais intransigeant avec les questions de sécurité. Ça ne se discute pas. La question, c'est pas savoir s'il fallait mettre davantage de sécurité après les événements du mois de novembre, c'est qui les payait. Or, nous avons les villes hautes déjà beaucoup investi sur ces questions-là, en matériel et en hommes, et je considérais effectivement que c'était à l'UEFA et à l'État de payer, et je suis satisfait de voir que finalement ma proposition a été retenue et profitera à l'ensemble des villes. Le surcoût est estimé à 500 000 euros à Saint-Étienne, en plus de ce que nous avions prévu initialement. À Paris, la fan zone sera sur le Champ de Mars. À Lyon, ce sera à Place Bellecour, c'est-à-dire vraiment dans le cœur des villes organisatrices. Et vous avez fait un choix différent, c'est de mettre la fan zone au parc François Mitterrand, qui est excentré par rapport au centre-ville de Saint-Étienne. Pourquoi ? D'abord, c'est à 1 kilomètre de l'hypercentre, donc il faut relativiser. C'est pas la place de l'hôtel de ville. C'est entre le stade Geoffroy-Guichard et la place de l'hôtel de ville, donc on est aussi sur une position centrale. Les conditions de l'UEFA étaient telles pour installer une fan zone en centre-ville que je pense que ça aurait beaucoup nui au commerce stéphanois, beaucoup nuit aussi à l'esprit de fête qu'on veut impulser dans la ville. Il aurait fallu interdire l'accès au parking souterrain du centre-ville. Il aurait fallu barriérer cette place de l'hôtel de ville, interdire les terrasses devant les nombreux cafés et restaurants de l'hypercentre. Au final, on crée un bunker en hypercentre et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc on a imaginé un programme d'animation sur les principales places de la ville en complément de la fan zone pour que effectivement cette fête soit aussi un atout économique. Elle vous inquiète, cette fan zone, sa sécurisation, justement ?
Non, je pense que nous avons vraiment pris la mesure en matière de sécurité, les mesures qu'il fallait, à la fois en matière de contrôle d'accès. Je pense que ces fan zones sont une bonne décision. Ça permet de contrôler un à un tous ceux qui vont y pénétrer. Le 15 novembre, ça paraissait pas une bonne décision quand même de les maintenir. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on continue à vivre et à tenir les manifestations qu'on doit tenir. Notre pays ne peut pas s'arrêter de vivre en raison de ces événements. Je crois d'ailleurs que c'est la meilleure des réponses qu'il y a à apporter à ces terroristes qui n'attendent qu'une chose finalement, c'est qu'on modifie nos comportements et nos modes de vie. Puis en même temps, vous parlez de bunkerisation. Ce sera le cas Place Bellecour, par exemple, qui sera fermée aux Lyonnais pendant un moment. Ça va quand même considérablement perturber et on se demande justement quand il y a des fouilles très importantes si l'esprit de fête est toujours là. C'est pour ça qu'on a fait le choix du parc François Mitterrand parce que je suis convaincu qu'un petit peu, enfin 1 kilomètre de l'hypercentre, on gardera beaucoup d'activités dans l'hypercentre-ville, que nos commerçants pourront travailler dans d'excellentes conditions et malgré tout avoir, avec les animations que nous avons prévues sur cette fan zone, avoir un esprit de fête. L'autoroute A45, indispensable pour le développement de la métropole stéphanoise et de la Loire de manière plus générale, une hérésie environnementale et économique pour la métropole lyonnaise et le département du Rhône voisin. Annoncée depuis des décennies, va-t-elle un jour se faire? Je vais demander à Renaud Pfeffer de nous rejoindre. Renaud Pfeffer, bonjour. C'est le maire de Mornan qui se trouve être justement sur le passage de cette autoroute A45. Vous êtes aussi, monsieur Pfeffer, le premier vice-président du département du Nouveau-Rhône. Et avant de vous donner la parole à tous les deux et d'entendre vos arguments, car si vous êtes du même bord politique, vous êtes radicalement opposés sur cette question, on va faire quelques rappels sur ce qu'est l'autoroute A45. Alors, pour aller aujourd'hui de Lyon à Saint-Étienne, il y a la 47, qu'on prend à partir de Givors, très vieille autoroute, sinueuse, mise en service au début des années 60. Elle a pour caractéristique de ne pas avoir de bande d'arrêt d'urgence, d'être limitée à 90 km/h, d'être très souvent saturée. Elle a en revanche un gros avantage, c'est qu'elle est gratuite. D'où l'idée de construire sa petite sœur, plus sûre et plus rapide, mais payante. L'autoroute A45, et vous allez le voir, part de Brignais, au sud de Lyon, en prolongement de l'actuelle A450. Elle rejoint ensuite l'agglomération stéphanoise à La Fouillouse, 48 km plus loin. Sur le parcours, car c'est assez escarpé, il y a 11 viaducs et 4 tunnels. Les premières études ont commencé au début des années 90. Un premier tracé a été défini en 1999, une première bande de 1000 mètres. Les procédures ont été lancées en 2006. La 45 a été déclarée d'utilité publique en 2009. Mais ce n'est que ces derniers temps que les choses se sont accélérées avec la désignation, il y a quelques jours, du concessionnaire de la 45, Vinci. Si tout se passe normalement, les travaux commenceront dans 3 ans pour une mise en service en 2022. Le problème, c'est le financement. Oui à l'autoroute, dit l'État, mais à condition que les collectivités locales payent. Comme ils ne font pas compter sur les Lyonnais, c'est donc aux Stéphanois de mettre la main au portefeuille. Le financement public représente les 3/4 du coût, 845 millions. Saint-Étienne Métropole et le département de la Loire devront payer à elles seules le quart de la facture, 161 millions d'euros chacune, le reste étant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour les données. Gaël Perdriau, 161 millions d'euros, est-ce que ça vaut cet investissement gigantesque pour Saint-Étienne Métropole ? C'est une infrastructure routière qui dépasse, vous l'avez dit, vous avez raison, largement l'intérêt des Stéphanois. C'est une infrastructure qui est utile à l'ensemble de la Haute-Loire, à l'ensemble de Loire-Sud, mais également au Rhône. Je rappelle qu'il y a 50 000 véhicules qui utilisent cette autoroute quotidiennement. C'est sans doute d'ailleurs la portion d'autoroute la plus utilisée aujourd'hui en France, qui est, vous l'avez dit, engorgée. Pour faire 45 km, on peut mettre 1h30 comme 3 heures. Il n'y a absolument aucune voie aujourd'hui de délestage, donc on est complètement enfermé. Et si vous avez le moindre incident, le moindre accident sur cette autoroute, eh bien c'est la congestion. Et c'est 2 villes, les deux plus grandes villes de Rhône-Alpes-Auvergne, qui sont complètement isolées l'une de l'autre. Donc cette autoroute, oui, elle est indispensable pour les mondes économiques. Elle est indispensable tout simplement pour nos populations qui font ces navettes quotidiennement et dans les deux sens. Et puis elle est indispensable au niveau, je dirais, régional. C'est d'intérêt général et ça permet une distribution bien meilleure entre l'A7 pour les automobilistes qui se dirigent vers le sud, vers Vienne puis Marseille, utile également pour desservir Lyon. Mais encore une fois, il ne faut pas croire que c'est une autoroute qui est utile qu'aux Stéphanois. Elle est utile aussi aux Lyonnais qui rejoignent l'Auvergne. Vous en avez un en face de vous, pas tout à fait lyonnais, c'est Mornan. Ça se trouve justement
Exactement, à équidistance entre Lyon et Saint-Étienne. Alors vous ne la trouvez pas utile du tout, au contraire, cette autoroute? Non, cette autoroute à 45, en fin de compte, c'est un serpent de mer. Ça fait depuis les années 60 qu'on en parle. À chaque élection, on a eu des responsables politiques qui sont venus expliquer aux Ligériens notamment, hein, et moi je suis pile poil entre Lyon et Saint-Étienne en tant que Mornantais, que la Loire retrouverait un essor économique grâce à la réalisation de la 45. En fait, je pense que et j'ai peur que la Loire se tire une balle dans le pied, voire une balle dans chaque pied, déjà par le montant du financement. Enfin, vous imaginez, 1,5 milliard d'euros pour faire une autoroute payante en parallèle d'une autoroute gratuite qui arrive en bouchon à Brignais, parce qu'on parle de Lyon-Saint-Étienne. La réalité du tracé de la 45, c'est La Fouillouse, Brignais, et on arrive dans un bouchon à Brignais. Puis la deuxième Brignais, il y a la 450, hein, c'est un barreau d'autoroute qui rejoint ensuite la 7. Et la question, c'est comment entrer dans Lyon? Moi, je crois qu'il faut des infrastructures. Je crois que nos deux grandes agglomérations, et je suis assez admiratif de ce que fait Gaël Perdriau à Saint-Étienne, il faut le dire, nos deux grandes agglomérations ont besoin de travailler ensemble, ont besoin de vraies politiques d'aménagement. Moi, je pense, mon cher Gaël Perdriau, qu'il faudrait qu'on arrive à un moment de sortir du conflit Rhône-Loire, qui est absolument pas l'enjeu d'un tel projet. J'entends parfois même que la 45 on a l'impression que c'est quand même, pour le coup, les Rhodaniens et les Lyonnais qui disent on ne veut pas du développement, puis nous on s'en fiche, on les a déjà, les infrastructures. C'est prononcé contre, Christophe Guillotot au nom du département également. On sait que les infrastructures ne font pas tout dans nos politiques d'aménagement. Et puis dans nos infrastructures, il faut essayer d'être moderne. Imaginons un RER Sud, imaginons un doublement des cadencements entre Saint-Étienne et Lyon qui pourrait permettre de passer de 20 000 à 60 000 voyageurs par jour. Moi, l'enjeu, en réalité, c'est qu'on arrive à se mettre autour de la table, qu'on en finisse avec cette histoire des 45 qui n'a aucun sens, pour essayer d'imaginer ensemble un développement économique dont Saint-Étienne a besoin, dont le pays Mornantais a besoin. Il faut se mettre autour de la table, mais il faut être d'accord avec vous, hein, si je comprends bien. Ouais. Non, mais je trouve très sympathique le maire de Mornan qui explique aux Ligériens... Et premier vice-président du département et aux Stéphanois comment il faut faire pour se développer et donc se passer de la 45. Je crois que le débat de l'opportunité de la 45, il a eu lieu, on le voit, on en parle depuis 30 ans. S'il y avait eu d'autres solutions, je vous assure qu'elles auraient été trouvées. Ils sont pas plus idiots que nous. Donc, Monsieur Perdriau, je voudrais juste vous faire partager une citation. C'est d'un économiste qui se trouve des transports, qui se trouve en plus être stéphanois, donc il connaît bien Saint-Étienne, qui s'appelle Stéphane Rioux. Il était interviewé par Le Progrès en avril dernier. Il dit ceci: lorsqu'on désenclave une ville secondaire, nous n'avons aucune certitude qu'elle gagne en attractivité économique. Donc nous n'avons aucune certitude qu'elle ne gagne pas en attractivité économique. Et nous avons les convictions, je discute avec les chefs d'entreprise, hein. Cette autoroute, elle coûte des centaines de millions à nos entrepreneurs. Parce que quand vous avez un camion qui perd 2, 3, 4 heures sur cette portion de route pour faire 50 km, ça représente énormément d'argent qui handicape le développement de nos entreprises et donc de nos emplois. Et moi je suis convaincu, d'ailleurs également en matière résidentielle, quand vous avez des prix du mètre carré qui sont 2 fois inférieurs dans le Stéphanois à la région lyonnaise, je peux comprendre que les Lyonnais soient inquiets finalement du développement de Saint-Étienne en se disant que cette autoroute pourrait peut-être nuire à la périphérie lyonnaise. Ah, c'est pour ça? Non, c'est pour ça que vous ne voulez pas la 45, c'est pour que Saint-Étienne reste dans son coin? Moi, je crois que c'est un projet qui est totalement dépassé. C'est un projet du siècle dernier. Aujourd'hui, la Commission Mobilité 21, le rapport Duron, exige des études complémentaires. Le préfet Carenco, qui est un grand spécialiste des transports, disait qu'il ne fallait pas faire cette A45, qu'elle risquerait certainement d'aggraver la situation à 2020. 2020, c'est demain, de la situation entre nos deux agglomérations. Moi, j'ai peur qu'on soit dans la croyance, en fait, pour tout vous dire. Il y a une espèce de dogme qui consiste à dire qu'avec la 45, c'est Saint-Étienne, la Loire, la région qui va s'en sortir. On a tout entendu. On a entendu que ça faciliterait Genève-Bordeaux. On a entendu que bientôt on nous dirait que Saint-Étienne gagnera la Ligue des Champions grâce à la 45. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans les croyances. Je pense qu'il faut sortir de ce débat idéologique et travailler ensemble sur une politique cohérente de développement économique et d'infrastructures transport, notamment collectif. Vous êtes dogmatique sur la 45, M. Perdriau. La preuve que non, parce qu'on est quand même nombreux à le penser. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy, début 2012, qui lance l'appel d'offres, que François Hollande vient à Saint-Étienne pour confirmer qu'il ira au bout de la démarche, que Laurent Wauquiez, avant même d'être président de région, mais il est resté sur cette même position, considère que c'est une infrastructure qui est indispensable au développement de la Haute-Loire. Bien sûr, Jacques Barrot a fait un travail formidable d'irrigation déjà de la Haute-Loire vers Clermont-Ferrand, dans l'Auvergne, vers le Puy-de-Dôme. C'est donc un complément
complément indispensable dans lequel s'inscrit Laurent Wauquiez et qui le confirme d'ailleurs maintenant à la tête de la région. Alors justement, puisque vous parlez de Laurent Wauquiez, ça tombe bien. Le problème, on l'a dit, c'est le financement de cette autoroute, pas d'A45 sans une forte implication des collectivités territoriales. On avait compris pendant la campagne électorale que la région pouvait investir 140 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Laurent Wauquiez. Finalement, ce sera 100 millions. Et là, du côté de Mornan, de Givors, on n'est pas du tout d'accord. Et puis, 100 millions d'euros, on avait compris que c'était pour la 45, mais plus forcément. Le président de région, qui a rencontré le secrétaire d'État Alain Vidalis, avec vous, du reste, Gaël Perdriau, avec Bernard Bonne, le président du conseil départemental de la Loire, a dit que oui, la région allait bien mettre 100 millions, mais que ces 100 millions, avant de les mettre, il allait quand même financer une étude pour voir si on ne pouvait pas améliorer la 47. Écoutez Laurent Wauquiez. La décision finale de la région sera prise sur la base d'une étude qui nous permettra d'expertiser soit la nouvelle A45, soit la requalification de la 47. Alors si je comprends bien, Laurent Wauquiez n'est plus engagé sur la 45, il attend le résultat d'une étude. Écoutez, des études depuis 1993, l'État a dû en faire déjà 4 ou 5. Donc je pense que s'il y avait des solutions pour élargir et requalifier la 47, on les connaîtrait. Une étude qui date de maintenant une dizaine d'années, je ne suis pas sûr que ce soit... Je pense que c'est la dernière en date. Elle dit très clairement les choses. Elle dit que pour élargir normalement en 2 fois 3 voies la 47, il faudrait raser à peu près la moitié de la ville de Rive-de-Gier. Il faudrait dépenser exactement le même montant des subventions publiques que nous allons mettre dans cette nouvelle autoroute A45. Donc c'est économiquement absolument pas fiable. On ne créerait pas de voies de délestage supplémentaires. Ça veut dire qu'au moindre accident, on serait exactement dans la même situation de blocage de la circulation. Et que pour les habitants du Gier, je vous le dis, la 47 est insupportable. Et que cette A45 permettra aussi à la vallée du Gier, qui est un lien très important économique entre le pays viennois, entre l'agglomération lyonnaise et le stéphanois, de retrouver de l'allant et une attractivité. Je vous donne la parole dans un instant, Renaud Pfeffer. Mais ça vous inquiète, les propos de Laurent Wauquiez ? Écoutez, je me dis que si depuis 30 ans, tous les ingénieurs qui sont pensés sur le problème n'ont pas trouvé de solution, je ne vois pas comment, en 4 mois, on saurait intelligemment trouver des solutions salvatrices sur la 47. D'ailleurs, Laurent Wauquiez, je vais reprendre une citation de Laurent Wauquiez, Gaël Perdriau. Il dit à propos de vous et des 100 millions qui voulaient débloquer quand vous vous êtes plaint que ce n'était pas 140, mais que c'était 100. Je pense que le maire de Saint-Étienne doit savoir dire de temps en temps merci. Il l'a dit sur France Bleu le 14 avril dernier. Oui, moi je croyais que 422 millions divisé par 3, ça ne faisait pas 100 millions. Ceci dit, oui, je lui dis merci, parce que si Laurent Wauquiez n'était pas président de la région, on savait très bien que la région n'aurait financé absolument, n'aurait mis aucun centime sur cette autoroute, puisque je m'étais battu auprès de l'exécutif précédent qui s'était opposé, en raison d'ailleurs de la présence des Verts, puisque sur le principe, je sais que Jean-Jacques Herrane était d'accord, comme Gérard Collomb d'ailleurs, est d'accord sur la construction de la 45. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on apporte un soin particulier à l'arrivée sur Lyon, et il a raison. Et j'ai d'ailleurs demandé au ministre, en présence de Laurent Wauquiez et de Bernard Bonne lors de notre rendez-vous, de commander, enfin nous a informé qu'il allait commander une étude au service de l'État et à Vinci sur l'embranchement entre la 45, la 46 et la 7 pour fluidifier l'arrivée sur Lyon. Mais je dis merci à Laurent Wauquiez, parce que d'abord je suis un élu reconnaissant de tous les élus, de tous les politiques qui viennent aider Saint-Étienne, comme j'ai le fait avec le Premier ministre ou récemment avec Ségolène Royal. Et vous lui dites merci, Renaud Pfeffer, à Laurent Wauquiez, pas pour débloquer 100 millions comme il l'a promis en fait dès le début de son mandat, mais peut-être pour ses propos, de dire réfléchissons. Oui, c'est ce que préconise le rapport Duron, le rapport de la commission Mobilité 21, qui dit de toute façon, l'état actuel, la 45, est à un coût exorbitant, donc faisons des études pour voir s'il n'y a pas d'alternative crédible. Moi, je crois qu'il y a des alternatives. Les études l'ont démontré. J'ai sous les yeux une étude de 2006, ça doit être celle dont vous parlez, qui expliquait qu'on pouvait requalifier la 47 pour 277 millions d'euros. Alors après, il faut réactualiser en fonction des indices DTP. Pardonnez-moi, moi j'y comprends rien. Ces études, c'est 5 fois moins cher. De Gaël Perdriau qui dit de la même. On peut pas requalifier la 47. J'entends Gaël Perdriau qui dit que Gérard Collomb est favorable à la 45 alors qu'il a fait les gros titres dans la presse en disant, 1, qu'il ne mettrait pas un centime d'euro, et 2, qu'il était défavorable à la 45. Il proposait de repasser et de relier la 47 à la Rocade Est pour aller à Saint-Exupéry. Parce qu'on nous explique aussi que la 45 va permettre de faciliter la liaison entre Saint-Étienne et l'aéroport Saint-Exupéry. C'est absolument pas le même tracé. Et moi, ce que j'aimerais savoir, comprendre, et qu'on explique aux Ligériens, c'est combien
de temps vont mettre les Ligériens pour faire Saint-Étienne à Lyon avec la 45. On parle de 30 minutes. Mais venez le matin au 7 chemin à Brignais, à Pierre-Bénite, c'est archi saturé. C'est-à-dire le temps de trajet sur la 47, c'est le temps que vous passerez entre Brignais et Lyon. Non, parce que le ministre, encore une fois, s'est engagé à améliorer donc, l'embranchement d'arrivée de cette A45. Et on ne peut pas investir 1,2 milliard sans penser à une arrivée sur Lyon qui soit convenable. En même temps, j'ai envie de vous poser une question. On a fait la 89 sans penser au barreau final aussi. J'ai envie de vous poser une question. C'est s'il suffisait d'avoir 200 millions d'euros, d'investir 200 millions d'euros pour améliorer la 47 et la rendre fluide. Alors pourquoi, depuis 30 ans, ne l'a-t-on pas fait ? Déjà, je me mets en faux par rapport à ce que vous dites, parce qu'à l'occasion de la Coupe du Monde 98, on a refait la 47 entre Saint-Étienne et Saint-Chamond. On disait même que c'était impossible. Ça a quand même permis de désenclaver la situation entre Sur 15 km, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de désenclavement. Mais continuons jusqu'au bout et on désenclavera. On a fait une première partie du boulot à l'occasion de la Coupe du Monde 98. Gageons qu'à l'occasion de l'Euro, on travaille sur la deuxième partie. Ce sont des centaines d'habitations sur le tracé que vous rasez du paysage. Je ne ferai pas ça veut dire c'était une mission complètement impossible et déraisonnable. Il y a un problème de financement. On a bien vu qu'il y a un problème de financement quand même. Aujourd'hui, on parle. Donc j'ai dit, la 45, si elle se fait un jour, passera à Mornan, du coup, ou juste à côté de Mornan. Pas loin, ouais. Est-ce que finalement votre opposition, c'est pas le bon vieux et classiquement partout, mais pas dans mon jardin ? Moi, je suis favorable aux infrastructures. Je pense qu'elles permettent le développement de nos territoires. Je suis favorable à une amélioration de la liaison entre Lyon et Saint-Étienne parce qu'elle aidera nos territoires. Et quand moi je suis maire de Mornan, la moitié de la population de Mornan travaille à Saint-Étienne. Donc je suis pour bien évidemment qu'il y ait une amélioration de nos infrastructures. En revanche, la 45 est un projet qui mourra naturellement en fin de compte. Tant qu'on n'aura pas réglé l'arrivée sur Lyon, voilà, on n'aura rien réglé du tout. Et la DUP ne le prévoit pas. Le travail qui est prévu avec le concessionnaire ne le prévoit pas non plus. La DUP, c'est la déclaration d'utilité publique. C'est normalement ce qu'il dit. Il faut le faire. Il y a plusieurs décisions politiques. Gaël Perdriau le rappelait. Le concessionnaire Vinci vient d'être désigné. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a comme recours maintenant contre la 45 là ? Tous les feux sont verts pour qu'elle se construise. Déjà, moi, il y a la question du financement. Aujourd'hui, les collectivités s'engagent. Moi, je suis vice-président en charge des finances du département du Rhône. Et le département de la Loire, il ne manque plus que la région finalement. Non, c'est Saint-Étienne Métropole et le conseil départemental de la Loire. Et la région viendrait éventuellement aider au financement ces deux collectivités. La question, elle est uniquement de bon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où l'argent public est rare, vous le rappeliez tout à l'heure, est-ce qu'on peut se permettre de mettre 1,5 milliard pour créer une autoroute payante en parallèle d'une autoroute gratuite qui arrive dans un bouchon à l'entrée de Lyon? Est-ce que Gaël Perdriau, la faisabilité de l'A45 est maintenant assurée, son financement est assuré ou concrètement ça peut échouer? Il manque effectivement 2 délibérations, celle du Conseil départemental de la Loire et de Saint-Étienne Métropole. Et mon travail maintenant, et évidemment que je le prépare depuis de très nombreux mois, pour pas dire depuis mon élection, c'est de faire en sorte de présenter aux élus de l'agglomération un plan de financement, un échéancier qui soit crédible et supportable pour les finances de l'agglomération. Mais je refuse que quiconque viennent porter un jugement sur l'attractivité de notre territoire et nous expliquer comment on doit procéder pour développer Saint-Étienne, son agglomération, mais bien au-delà. Et je le répète, cette autoroute, c'est une infrastructure d'intérêt général. C'est une infrastructure d'intérêt général. Et aujourd'hui, il y a énormément de progrès qui ont été faits pour l'intégration d'autoroutes dans les paysages, dans l'environnement. En 2 mots, vous ferez cette autoroute, même sans le Rhône, même sans la métropole lyonnaise? Aujourd'hui, évidemment qu'on ne compte pas sur eux pour la construire. On va compter que sur nous. Nous sommes un territoire qui en avons l'habitude de remarquer. Et je suis convaincu que ces 161 millions, et je ne désespère pas de faire baisser un petit peu cette facture avant de faire voter la délibération, eh bien, c'est un investissement de très long terme qui bénéficiera à l'ensemble de notre territoire, mais encore une fois, bien au-delà de notre pays. Merci beaucoup. Renaud Pfeffer, maire de Mornan, premier vice-président du département du Rhône, est venu parler de la 45 ce matin. Gaël Perdriau, lui, reste avec nous pour la seconde partie de La Voix est libre, les manifs qui dégénèrent contre la loi El Khomri, la polémique à l'Opéra de Saint-Étienne. L'actualité de la semaine a été agitée. On la commentera avec lui. En attendant, il est un peu plus de midi. Un point sur l'information en Rhône-Alpes en compagnie de Julie Jacquard. Bonjour Julie. Bonjour Paul, bonjour à tous. On débute ce Flash Info avec ce nouveau règlement de compte à Villeurbanne. Un homme d'une 40aine d'années a été abattu hier soir en pleine rue. Il était connu de la justice pour vol et trafic de stupéfiants.
Cette nouvelle fusillade est la 4e en moins de 2 ans à Villeurbanne. Jean-Paul Savard et Pierre Lachaud. La fusillade a eu lieu hier soir à 21h30 en plein centre de Villeurbanne, près de la mairie. La victime a été tuée de plusieurs balles tirées par 2 hommes à moto qui ont pris la fuite. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, connu pour vol et trafic de stupéfiants. Il avait été condamné pour un braquage devant les assises du Rhône. Les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte. C'est la 4e fusillade à Villeurbanne en moins de 2 ans. Début février, dans le quartier des Buères, 2 frères d'une trentaine d'années, impliqués dans des affaires de stupéfiants, avaient été tués à l'arme lourde par un tueur encagoulé surgi d'une voiture. En décembre 2014, c'est un homme de 62 ans qui avait été abattu à l'arme automatique dans un café sans histoire d'un autre quartier de Villeurbanne. Lui aussi avait été impliqué dans un braquage et des affaires de stupéfiants, mais il y a plus de 20 ans. 5 mois plus tôt, un homme de 35 ans, également connu des services de police, avait été tué par 2 tireurs en voiture dans le quartier de la Péralière. Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, est attendu sur place. Suite aux incidents qui ont émaillé la manifestation contre la loi travail, jeudi, à Lyon, un jeune homme de 19 ans a été jugé en comparution immédiate hier. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Cet étudiant en école d'art avait été interpellé jeudi avec 21 autres personnes. Sortie de route pour Bison Futé, les 7 antennes régionales d'information routière ferment leurs portes, dont celle de Bron dans le Rhône. Le célèbre petit indien relayait en temps réel les conditions de circulation, mais les restrictions budgétaires de l'État auront eu raison de lui. Yael Marie et Laure Crozat. Presque 40 ans que Bison Futé guidait les vacanciers jusqu'à Bonport. Le petit indien ne passera pas l'été en Rhône-Alpes. Les valises, les fonctionnaires du Centre régional d'information et de coordination routière les ont définitivement bouclées. Une sortie de route annoncée depuis 2 ans. Dernier repas collectif à l'abri des caméras. La tribu de policiers, gendarmes et fonctionnaires du ministère de l'Environnement sera redéployée. 16 personnes plutôt amères que leur mission d'analyse et de gestion du trafic routier se termine. Une fermeture dénoncée par les syndicats de policiers. On peut regretter que la gestion humaine a été complètement occultée. Au jour d'aujourd'hui, on a des collègues qui, à 24 heures d'une fermeture effective, ne savent toujours pas où ils vont être réaffectés. Depuis l'annonce de la fermeture, les effectifs avaient progressivement perdu des plumes. Au 1er mai, l'information routière se réforme. La faute aux nouvelles habitudes des automobilistes qui utilisent en priorité les GPS et autres applications mobiles sur smartphone. La faute surtout aux restrictions budgétaires imposées aux différents ministères, mais pas de différence pour les usagers. La direction interdépartementale des routes récupère la mission de surveillance du trafic. Dans les prochaines semaines, 6 fonctionnaires devraient rejoindre une nouvelle cellule de gestion de crise. Rendez-vous en septembre, après le premier été sans Bison Futé. Le projet de contournement du fret ferroviaire de l'agglomération lyonnaise refait parler de lui. Le choix du tracé sud a été reporté en attendant de nouvelles études, mais il devrait malgré tout passer par la plaine d'Eyrieux et le site de Ciblin, ce que dénoncent les opposants. Ils manifesteront cet après-midi dès 14h devant la gare de Fezin. Transport toujours, le Citral, le syndicat des transports lyonnais, a entériné vendredi après-midi la décision du conseil départemental du Rhône. L'offre des cars du département va diminuer de 35%, mais les opposants restent mobilisés. Pour tous les opposants, cette décision est difficile à admettre. La baisse du nombre de liaisons entre Givors, Condrieu, Vienne, par exemple, est un coup dur. On n'aura plus de transport le week-end. On ne sait pas comment on va aller travailler pendant les vacances scolaires. Il faut savoir qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'aller à Pôle emploi, d'aller à des rendez-vous, on a besoin d'aller chez le médecin. Le seul hôpital le plus proche est à Vienne. Si on n'a plus de transport pour aller voir notre famille, nos amis consulter, ça veut dire prendre un taxi à 30 €. Au comité syndical, Europe Écologie Les Verts a décidé de ne pas voter cette délibération, de même que certains élus des communes concernées du Rhône, comme le maire de Vaugneray. Il se trouve que Polionnais-Vaugneray, et l'histoire a fait qu'on ait des établissements médico-sociaux, des maisons de retraite, une clinique, etc. Et donc ces gens-là, ça représente pratiquement 500 salariés au total, et puis ça représente des visiteurs aux résidents, etc. Et on oublie tout ça. L'offre globale des transports des cars du Rhône sera réduite de plus d'un tiers dès cet été. À ce soir, 19h. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, président de Saint-Étienne Métropole, est l'invité de la Voix libre cette semaine.
Dernière partie de l'émission, face à l'actu, une actualité de la semaine marquée par les affrontements urbains, en particulier jeudi, lors des manifestations contre la loi El Khomri. À Saint-Étienne, chez vous, Gaël Perdriau, il y a eu beaucoup de monde dans les rues jeudi, de 2 à 5 000 personnes selon les comptages. Alors, pas de très gros incidents, si ce n'est quand même des bombes de peinture lancées sur des bâtiments publics, en particulier la police. Effectivement, la police municipale, la chambre de commerce, oui. Vous allez porter plainte, vous avez annoncé que vous alliez porter plainte. C'est fait. Je peux comprendre que des habitants, que la population manifeste contre telle ou telle décision gouvernementale. Il faut reconnaître d'ailleurs que ce gouvernement est complètement dépassé par les événements. On voit bien qu'il est aujourd'hui complètement sans cap, sans vision, sans proposition. Ça exaspère la population. Alors qu'elle manifeste, pourquoi pas, mais qu'elle saccage du bien public et donc de l'argent public, ça, je ne le tolère pas, je ne l'accepte pas. Et donc, effectivement, la ville de Saint-Étienne a porté plainte. Relativement quand même, ça restait plutôt calme comparativement à Lyon où là l'ambiance était toute différente avec un face-à-face extrêmement tendu entre les CRS et les manifestants, de 5 à 15 000 personnes dans les rues de Lyon, des casseurs qui se sont invités également, des dégâts sur le mobilier urbain, au final 22 personnes interpellées, 11 policiers blessés. Vous craignez que ça aille encore plus loin et que ça dégénère vraiment ? Je pense qu'il est temps effectivement que le gouvernement ait une position claire. Parce que ce sont des allers-retours incessants, on fait des propositions de loi, et puis finalement on les retire, ou on les modifie tellement que plus personne n'y comprend rien. Et notamment en matière d'emploi, moi je dois reconnaître que je ne comprends pas la stratégie du président de la République. Nous avons une maison de l'emploi à Saint-Étienne qui reçoit des dizaines de milliers d'habitants tous les ans pour les accompagner dans leur parcours. En 2011, l'État apportait plus de 800 000 euros de subventions à cette maison de l'emploi pour accueillir nos concitoyens qui recherchent du travail, qui sont dans la difficulté. En 2017, ce sera 0. Et donc, c'est la municipalité et la communauté urbaine qui vont pallier au déficit financier de l'État. Eh bien, quand on fait de l'emploi une priorité politique, eh bien, on s'en donne les moyens. Puis en même temps, Gaël Perdriau, on se dit que si c'est la droite qui était au pouvoir, vraisemblablement, il y aurait aussi une réforme du Code du travail, et certainement d'ailleurs plus dure que ce qu'est aujourd'hui la loi El Khomri, avec potentiellement encore plus de monde dans les rues. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'idées aujourd'hui qui sont proposées, mais qui ne conviennent à personne. Finalement, ni à la gauche, ni à la droite, parce qu'on est dans une politique... Donc, tout le monde veut le retrait de la loi El Khomri, mais pour des raisons différentes. Exactement, les Républicains comme les manifestants. Elle ne va pas assez loin pour les Républicains, elle va trop loin pour la gauche ou pour les communistes. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de prendre le problème à bas-le-corps. Et effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens aussi Bruno Le Maire, qui pose les problèmes tels qu'ils sont, mais surtout qui se projette dans l'avenir et qui se dit que les systèmes ne peuvent pas être immuables. On est bien obligé de s'adapter, la société doit s'adapter aux nouveaux enjeux qui sont devant nous. Il ne s'agit pas de les refuser. Et pourtant, dans ce contexte de forte tension de la rue, le gouvernement a quand même enregistré cette semaine plusieurs bonnes nouvelles. Un contrat dit du siècle dans l'armement avec la construction de sous-marins pour l'Australie, des chiffres de consommation toujours bons pour le 3e mois consécutif, une reprise au premier trimestre dans le bâtiment, et puis surtout cette baisse du chômage record dont la Loire n'a d'ailleurs que peu bénéficié, moins 0,5% pour votre département, contre 1,3% pour la région, 1,5% pour la région et 1,7% pour le pays. Alors on précise quand même que ces chiffres ne concernent que les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas travaillé du tout, qu'il faut nuancer aussi avec une augmentation du nombre de gens qui ont été radiés de Pôle emploi, et donc qui sortent forcément des statistiques. Mais quand même, il y a une baisse réelle, vous vous en réjouissez ? Écoutez, le record, c'est surtout 3 700 000 chômeurs. C'est 900 000 chômeurs de plus depuis que François Hollande est président de la République. Si vous appelez ça un record parce que un chiffre baisse de 0,5 alors qu'on a changé le thermomètre il y a quelques mois. On peut vous opposer que sous Nicolas Sarkozy, le chômage a beaucoup augmenté aussi. Bon, écoutez, en tant que maire de Saint-Étienne, je fais tout ce que je peux pour accroître l'attractivité de notre territoire, faire en sorte que les entreprises qui y sont se développent. Et c'est le cas. Nous aussi, on a une bonne nouvelle cette semaine à Saint-Étienne. C'est Zodiac qui investit 12 millions d'euros et recrute 80 personnes. C'est le groupe Linamar à Saint-Chamond qui recrute 75 personnes. C'est le groupe allemand Schütz qui s'est installé il y a maintenant 1 an et demi à Saint-Étienne, qui va doubler sa surface et recruter une 50aine de personnes. C'est Candia à la Talaudière qui exporte en Chine et qui va créer 100 emplois supplémentaires. Vous pourriez dire avec François Hollande, ça va mieux. On pourrait le dire, mais vous savez, l'emploi, c'est un sujet sur lequel il faut être très humble, très modeste et surtout ne jamais baisser la garde parce qu'effectivement, dans le monde économique dans lequel nous vivons aujourd'hui,
tout est vraiment fragile. À Saint-Étienne, d'ailleurs, contrairement à une légende, le taux de chômage est plutôt plus bas que la moyenne nationale. Il est à 10,1% contre 10,5% au niveau national. Et la ville est beaucoup moins touchée, par exemple, que ses voisines du sud de la région, en Drôme ou en Ardèche. Est-ce que, quand même, un maire a les moyens de faire une vraie politique de l'emploi et de peser sur l'embauche dans sa ville? Effectivement, ce n'est pas dans les compétences d'une mairie que de s'occuper de l'emploi. Mais comment voulez-vous que, moi, maire de Saint-Étienne, je me désintéresse de la première préoccupation de mes concitoyens? Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'une adjointe, Delphine Jusselm, avec un conseiller municipal délégué, Frédéric Durand, 2 élus dans une équipe municipale, consacrent leur temps à l'emploi, à travailler avec l'ensemble des partenaires, à recevoir les demandeurs d'emploi pour les accompagner dans leur parcours et faire en sorte que quand un commerce ou une entreprise vient s'installer sur notre territoire, eh bien, on fasse en sorte que ça profite également à l'emploi de Saint-Étienne. Dans les marchés publics également, où nous obligeons une clause d'insertion qui permet aux entreprises qui gagnent les marchés publics d'embaucher des personnes qui n'ont pas de travail. Lundi, le président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, et le président du conseil départemental du Rhône, Christophe Guillotot, ont annoncé avoir renégocié les emprunts toxiques contractés par l'ancien conseil général du Rhône et qu'ils avaient récupérés chacun lors de la création de la métropole. 376 millions d'euros d'emprunts. Quand même, pour en sortir, les 2 collectivités vont devoir payer 420 millions qu'elles vont financer avec de nouveaux emprunts, mais ceux-là sont à taux raisonnable. Et cette fois, les taux sont fixes. Les emprunts toxiques avaient des taux qui flambaient, parfois jusqu'à plus de 20%. Il n'y avait donc pas vraiment le choix pour le président du conseil départemental du Rhône, Christophe Guillotot. Je ne suis pas sûr qu'on saura un jour combien ça a coûté depuis 2004, cette plaisanterie. Parce que, je veux dire, on a déjà eu 15 négociations qui ont déjà coûté 15 millions d'euros au département. Et que là, on n'était plus dans une affaire tenable. C'est pour ça qu'on a finalisé avec Gérard Collomb. On aurait dû sortir plus tôt de cette affaire-là. Moi, je me rappelle ici que le rapporteur général du budget, il expliquait que ça ne coûterait jamais un euro à la collectivité. Bon, ce qui est quand même une vue un peu simpliste de la situation. Les élus devraient être, je dirais, plus responsables de ce qu'ils font. Je suis d'accord avec vous. Le Rhône est la collectivité en France qui a le plus contracté de ces emprunts structurés dits toxiques. La ville de Saint-Étienne, elle n'était pas en reste non plus. Maurice Vincent, votre prédécesseur socialiste, a passé une bonne partie de son mandat à renégocier justement et à épurer la situation financière de la ville de Saint-Étienne. Vous lui avez d'ailleurs reproché pendant la campagne d'avoir passé trop de temps et trop de budget justement à ça, la renégociation de ces emprunts structurés. Finalement, il y en avait 15 qui avaient été contractés par l'ancien maire Michel Thiollière. Vous avez vous-même continué. Après votre élection, vous en avez renégocié 3. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation de l'endettement de Saint-Étienne à cause de ces emprunts toxiques est enfin apurée? Je n'ai pas reproché à mon prédécesseur de s'être occupé du sujet, parce que en 2008, la France découvrait effectivement, l'Europe et le monde d'ailleurs découvraient l'existence de ces emprunts toxiques, et la responsabilité d'un élu, c'est effectivement de s'en préoccuper pour essayer de préserver les finances de sa collectivité. Et j'ai même d'ailleurs salué l'action qui fut la sienne. Et j'ai fini le travail. Il vous a laissé une meilleure situation financière que celle qu'il avait trouvée. Les emprunts toxiques n'ont jamais coûté d'argent à la ville de Saint-Étienne, mais peu importe, il a fait ce qu'il fallait faire. Encore une fois, j'ai fini le travail la première année de mon mandat. Ce que je lui ai reproché, c'est d'avoir énormément communiqué sur ce sujet. Et c'est un sujet tellement complexe que celui des finances publiques que la population, avec son aide, a mélangé le volume de la dette, le niveau de la dette, les impôts qui étaient fixés à Saint-Étienne, et il est allé étaler tout ça sur les télés nationales, et ça donnait une image terrible à Saint-Étienne qui ne méritait pas ça. En gros, l'emprunt toxique, c'est une bombe à retardement. On ne sait pas comment le taux peut évoluer, et quand il évolue de manière Et on a de la chance importante, à Saint-Étienne, il n'y en a aucune qui a explosé. Il en reste aujourd'hui un. Effectivement, 6% de la dette à peu près, c'est ça? Ça représente effectivement une cinquantaine de millions qui va commencer à être risqué à partir de 2020. Et donc avec la même acuité, avec la même conviction, la même détermination avec laquelle j'ai éradiqué les 3 emprunts dont vous parliez, je m'occupe également de celui-là pour assainir définitivement les finances de la ville. Vous étiez dans la majorité municipale quand ils ont été signés, ces emprunts toxiques. Alors, ce n'est pas vous qui vous occupez des finances sous Michel Thiollière, mais enfin, vous étiez quand même dans sa majorité. Comment les élus ont pu se faire piéger à ce point-là? D'abord, ce n'est pas propre à Saint-Étienne. Vous l'avez dit, ce sont des milliers de collectivités Rhône, de droite, de gauche. le CHU de Saint-Étienne d'ailleurs aussi. Il y a des établissements. Des maires de toute tendance dans toutes les collectivités, effectivement, se sont fait berner.
Encore une fois, je crois que les finances publiques, c'est un domaine particulier où il faut être spécialiste pour suivre ces sujets. Il y a des risques importants qui ont été pris pour essayer de trouver des fonds, pour essayer de développer aussi les projets que portaient les élus. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation très complexe. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui jetteront la pierre, à ceux qui ont signé ces emprunts, parce qu'à l'époque, encore une fois, personne ne savait. Je rappellerai quand même que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a envoyé les premières notes pour attirer l'attention, les premières d'alerte aux communes en fin d'année 2008. Ça veut dire qu'avant, personne ne savait. Comment voulez-vous reprocher à des élus qui, de bonne foi, ont souscrit à ces emprunts, alors qu'ils l'ont fait, je dirais, sans connaître l'ampleur des conséquences ? Dans l'actualité de la semaine, à Saint-Étienne, la présentation de la nouvelle saison de l'Opéra, à laquelle vous avez d'ailleurs participé, Gaël Perdriau, dans un contexte un peu tendu, il faut bien le dire. En novembre 2015, vous aviez licencié le directeur de l'Opéra, Vincent Bergeot, licenciement annulé cette semaine par le tribunal administratif de Lyon. Alors il y avait eu un premier licenciement à votre arrivée en avril 2014 avec 3 autres cadres de l'OTSE, l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne. Des licenciements contestés pour lesquels ils avaient gagné avec obligation de réintégration. À chaque fois, finalement, la justice a donné raison à Vincent Bergeot et encore cette semaine en ordonnant sa réintégration, en annulant plutôt son licenciement. Est-ce que vous allez d'abord faire appel de cette décision du Théâtre de Lyon ? Non, parce que pour moi, la page est tournée. Les décisions que j'ai prises, je ne les regrette pas, tout simplement parce que je considère qu'en la prenant, j'ai sauvé l'Opéra de Saint-Étienne. Si je n'avais pas pris cette décision, il aurait fallu fermer l'Opéra pendant une saison. Un opéra qui est reconnu au niveau national. Je rappelle que c'est le seul opéra, avec l'Opéra de Paris, à avoir l'ensemble des métiers dans la même maison, des costumières, des décorateurs. Parce qu'aujourd'hui, la justice dit que vous les avez licenciés sans motif. Non, mais je ne vais pas commenter une décision de justice. L'intérêt de l'Opéra de Saint-Étienne va bien au-delà de l'intérêt personnel de quelques-uns. Ce que vous dites, c'était leur faute, parce que vous dénonciez un déficit, notamment de l'Opéra, d'1 million d'euros, oui. Une mise aux normes qui n'était pas faite et des travaux ensuite qui ont été engagés pour 1,5 million d'euros. Donc, pour vous, il y avait une responsabilité de ces personnes, mais la justice dit l'inverse. Si j'avais suivi ce qui m'a été dit au moment où j'ai été élu par ces personnes, il aurait fallu que je ferme l'Opéra. Vous savez très bien qu'un opéra fermé pendant 1 an, c'était d'ailleurs l'objectif caché de mon prédécesseur, c'était d'économiser le 1 million d'euros qu'il poussait d'année en année dans les budgets, de façon à ce que les intermittents du spectacle puissent perdre leurs heures, aillent voir ailleurs et faire ensuite de l'Opéra de Saint-Étienne un lieu de diffusion. Et aujourd'hui, je vous assure, quand vous dites une situation tendue, si vous aviez été là à la présentation avec Roselyne Bachelot, de France 3 qui était là. Avec Roselyne Bachelot qui a présenté cette saison et qui a dit vraiment tout le bien qu'elle en pensait, notamment parce que nous avons une programmation très riche. D'ailleurs, tiens, je suis venu avec le programme et je vous invite à venir à l'Opéra de Saint-Étienne. Très bien. Et vous verrez que nous sommes un des rares opéras français à faire confiance à des jeunes voix lyriques françaises. Et ça a été salué par toute la presse professionnelle cette semaine. Et ma fierté, la fierté de l'équipe municipale, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, à Saint-Étienne, nous ayons encore la chance d'avoir un opéra historique, un opéra populaire avec une programmation qui va, sans aucun doute, j'en suis certain, cette année, rencontrer un très très grand succès. Pas de chasse aux sorcières, comme disait Maurice Vincent ? Non, je vais vous dire, pendant son mandat, il y a eu 3 ou 4 directeurs de l'opéra. Ça a été une période absolument horrible pour la culture à Saint-Étienne. Donc non, je ne suis pas dans la chasse aux sorcières. J'ai simplement évité à cet opéra de fermer parce que derrière, il y avait des centaines d'emplois concernés, parce que derrière, il y avait une attractivité culturelle, il y avait un besoin également culturel. Et je considère, encore une fois, je n'ai pas à commenter les décisions de justice, que ce que j'ai fait, c'est dans l'intérêt général de Saint-Étienne et de la culture. Mais ce n'était pas possible avec l'équipe en place ? Non, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Donc l'Opéra de Saint-Étienne, maintenant, on repart sur des bases saines. Donc c'était malsain avant ? C'est vous qui le dites. Merci beaucoup Gaël Perdriau d'être venu ce matin dans La Voix est libre, maire de Saint-Étienne, président de Saint-Étienne Métropole. La semaine prochaine, La Voix est libre consacrée à l'emploi dans la région, une émission commune aux 3 rédactions de France 3 à Lyon, France 3 à Grenoble et France 3 Clermont-Ferrand. Les programmes régionaux du week-end, c'est demain, 11h25, avec Odile Mattei dans Goûtez voir. Elle va rendre visite au chef étoilé lyonnais Christian Tête-Doigt. Et puis à 12h50, toujours demain, dans Chronique d'en haut, les plus belles idées de randonnée de Laurent Guillaume, qui s'y connaît en matière de balade en montagne. On peut
lui faire confiance et il y a vraiment de quoi faire dans la région. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, en particulier Bérénice Dalmé et Frédéric Gramont. À suivre le 12-13 week-end présenté par Catherine Matoche. Je vous souhaite un très bon après-midi sur France 3. À bientôt.